Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, émission spéciale sur School TV, la secrétaire d'État auprès de la Première ministre chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, est notre invitée ce soir. Harcèlement, violences à l'école, enfants placés, les sujets à évoquer sont nombreux, c'est dans un instant. En deuxième partie d'émission, on retrouvera la chronique Vue à l'étranger avec Michael Dos Santos à l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Élysée qui acte l'amitié franco-allemande. Eh bien, il nous emmènera à la découverte du système éducatif allemand. Enfin, on trouvera bien sûr Malika Ménard et son invité dans Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, c'est Chloé Morteau qui a répondu à ces questions. Mais avant cela, on fait le point sur l'actualité éducation avec Michael Dos Santos. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Le Haut Conseil à l'égalité dresse un constat alarmant du sexisme en France, notamment chez les plus jeunes. Oui, dans son 5e rapport adressé au gouvernement, le Haut Conseil à l'égalité affirme que le sexisme perdure et se manifeste de manière plus violente chez les jeunes générations. Quelques chiffres en témoignent. 22% des 15-24 ans ne voient pas de problème à gifler leur conjointe. Ils sont 3% pour les plus de 65 ans, à titre de comparaison. Un tiers d'entre eux aussi ne considèrent pas comme un problème que les femmes cuisinent tous les jours pour la famille. Ils sont aussi moins choqués que leurs aînés si un homme insiste pour avoir un rapport intime et pense qu'une femme agressée sexuellement peut être en partie responsable. Cette hausse inquiétante serait due en partie au machisme ordinaire sur les réseaux sociaux ou encore au contenu pornographique accessible facilement sur Internet. Est-ce qu'il y a des solutions ? Et oui, puisque le Haut Conseil à l'égalité a émis 10 recommandations. On ne va pas toutes les faire, mais parmi elles, on retrouve l'application de la loi sur l'éducation sexuelle à l'école avec une obligation de résultat sous 3 ans. Aujourd'hui, on le rappelle, entre 15 et 20% des élèves du secondaire y ont accès. Cette haute autorité réclame également la publication de la part des femmes dans les manuels scolaires ou encore l'interdiction de la publicité pour les jouets genrés. C'est déjà le cas en Espagne. Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, la mixité dans les collèges du département de Haute-Garonne a fait ses preuves. Oui, depuis la publication des indices de position sociale, les IPS, qui indiquent le degré de mixité dans les écoles. Vous le savez, tout ça c'est obligatoire depuis très peu, mais la Haute-Garonne n'a pas du tout attendu qu'ils aient été rendus publics, puisque depuis la rentrée 2019, le département a décidé de tout remettre à plat. 2 collèges qui étaient placés en REP, c'est le réseau d'éducation prioritaire, ont été fermés à Toulouse. Les élèves ont été dispatchés dans 5 établissements plus favorisés. En parallèle, on a aussi 2 collèges qui ont été ouverts entre le quartier du Mirail, un quartier populaire, et puis des villes avoisinantes plus huppées. Grâce en tout cas à toutes ces mesures et aux familles qui ont aussi, il faut le dire, respecté la carte scolaire, les résultats se sont améliorés. Le taux de réussite au brevet est passé de 63 à 70,6%. Enfin, les collégiens sont aussi plus nombreux à choisir de poursuivre leurs études dans les études supérieures. On parlait de mixité sociale, bien sûr. Le maire de Franconville, ville de région parisienne, a lancé sa propre école municipale élémentaire. Oui, au départ, on aurait pu croire à une fake news. Eh bien, pas du tout. Agacé par l'absence répétée des professeurs et face à la colère des parents, Xavier Melki a créé une école élémentaire financée par sa municipalité. 8 à 10 professeurs de l'éducation nationale qui sont payés 35 € de l'heure se relaient pour donner des cours tous les mercredis entre 8h30 et 16h. Une vingtaine d'élèves pour le moment se rendent dans cette école qui a une capacité de 60 places. Des élèves qui peuvent aussi y aller quand ils le souhaitent. Ce n'est pas une obligation. En tout cas, 1 mois après son lancement, les retours sont très positifs et le maire de Franconville dit d'ailleurs qu'il a reçu le soutien de l'éducation nationale. Le ton et la voix des professeurs a une influence sur les élèves. Oui, 250 enfants âgés entre 10 et 16 ans ont été sondés par l'université anglaise de l'Essex et conclusion, les professeurs ont tout intérêt à adopter un ton calme et posé. Un ton autoritaire rend les cours moins motivants, incite les élèves à moins participer. Idem, un ton directif et criard augmente le manque de confiance en soi. Enfin, pire, une voix froide et sèche donne carrément des envies de rébellion. Ceci est également valable, en tout cas pour les parents à la maison, au moment de faire les devoirs. On termine avec la belle initiative d'un lycée breton.
Oui, ça se passe du côté de l'Ifray, près de Rennes. 66 élèves et des professeurs aussi du lycée Simone Veil ont décidé de se couper les cheveux pour aider les personnes atteintes de cancer. Des coiffeuses bénévoles sont venues sur place pour permettre de récolter des mèches afin de réaliser des perruques à moindre frais. Filles comme garçons, en tout cas tout le monde était le bienvenu, à une condition, accepter de se faire couper au minimum 10 cm de cheveux. En tout cas, bravo à eux pour cette belle initiative. Merci Mickaël. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, la secrétaire d'État auprès de la Première ministre chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, est notre invitée. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous recevoir sur School TV, notamment dans le Grand JT de l'éducation, pour cette journée symbolique qu'est la Journée internationale de l'éducation. Alors nos enfants, c'est notre priorité, à tous, évidemment. Notre richesse, on comprend d'autant plus la réaction du ministre Pap Ndiaye face au sénateur Pap Ndiaye au bord des larmes, mais même en larmes, lorsqu'il évoque évidemment le suicide du petit Lucas, 13 ans, victime de harcèlement et d'homophobie. Vous partagez l'émotion du ministre ? Évidemment, le harcèlement tue. Le petit Lucas en a été victime quelques semaines avant. Une jeune fille aussi était décédée dans la Drôme. Donc ça nous émeut, ça nous touche et on se dit plus jamais ça et comment accélérer tout ce qui a été fait pour que les enfants soient protégés du harcèlement. Alors après l'émotion, et il y en a eu malheureusement plusieurs, comme vous le dites, vient le constat. Des enfants souffrent en France aujourd'hui parce qu'ils sont victimes de harcèlement. Ce harcèlement qui tue, vous le dites très bien, qu'un enfant ait pu se pendre est impensable. Quelle est la réponse aujourd'hui que vous pouvez apporter, vous, en tant que ministre délégué à l'enfance, chargé de l'enfance ? Alors, on a deux grandes actions qui sont portées par tout le gouvernement. C'est très important. La Première ministre nous a mis la protection, la lutte contre les violences faites aux enfants de manière générale comme une priorité de tout le gouvernement. Deux actions, une contre le harcèlement scolaire à proprement dit et une contre le cyberharcèlement parce que, comme vous le savez, le numérique vient approfondir, vient mettre un écho autour du harcèlement qui est évidemment une spécificité de notre époque que ne connaissait pas d'autres époques. Donc sur le harcèlement, l'éducation nationale porte le programme phare qu'on a élargi. Ça veut dire quoi le programme phare ? D'abord, c'est des équipes d'enseignants, des équipes éducatives qui ont été formées sur le harcèlement. C'est un numéro, le 3020, auprès duquel les enfants et les familles peuvent interpeller l'école. C'est des ambassadeurs dans les classes qui sont chargés d'accueillir les enfants qui souffrent de harcèlement. C'est une journée du harcèlement scolaire sur laquelle tout le monde travaille et pour lequel les enfants préparent des œuvres artistiques, donc se mobilisent. Donc c'est toute l'éducation nationale chaque année qui sensibilise et accompagne les enfants harcelés. Sur le cyberharcèlement, c'est un plan numérique qui est porté par le président de la République, qui nous a chargé, moi et mon collègue Jean-Noël Barrot du numérique, d'avancer au plus vite sur tous les sujets. Les sujets, c'est bien sûr la protection aux écrans, c'est la protection contre les infractions sur le numérique, c'est la protection des données. On a tout un plan qu'on déploie sur le numérique. Voilà, donc deux axes très forts. Vous parlez de ce numéro vert qui a été mis en place. Est-ce que vous avez déjà un retour sur ce numéro vert ? Parce que Emmanuel Macron disait que ça ne servait pas à grand-chose. Est-ce que réellement cela sert ? Est-ce qu'on sait s'en servir déjà ? Alors, le 3020 est un numéro qui est porté par l'Éducation nationale sur le harcèlement scolaire. On s'aperçoit qu'effectivement, aujourd'hui, il est surtout utilisé par les familles elles-mêmes, et notamment dès le primaire. Ce qui d'ailleurs nous interpelle sur le harcèlement. Alors, il y a toujours eu de la cruauté entre les enfants. Voilà. Simplement, maintenant, ça se traduit en plus avec du harcèlement numérique, y compris dans des classes comme le CM1, CM2. Donc, les familles, en tout cas, se saisissent de ce 30-20. Il existe un autre numéro qui est le 30-18, beaucoup plus utilisé par notamment les collégiens et les plus âgés, en tout cas, qui vont vers le 30-18, qui est dédié au cyberharcèlement et à toutes les problématiques du numérique dans la vie des enfants. Et on sait qu'il y en a de nombreuses. Alors c'est vrai que c'est formidable de pouvoir démultiplier les possibilités, mais à force de les démultiplier, est-ce qu'on s'y perd pas un peu ? Alors c'est une de mes interrogations. On évoque la possibilité de ne faire plus qu'un numéro, puisqu'on a le 119, enfance en danger, 30-18, numérique 30-20, harcèlement. En réalité, on s'aperçoit que les gens qui appellent vont chercher quelque chose de spécifique. Dans le 30-18, d'abord, il y a une confidentialité très forte et les jeunes peuvent obtenir du 30-18 le retrait de contenu. Le 119, enfance en danger, c'est les violences sexuelles. On est dans un autre champ.
Aujourd'hui, moi, j'avoue ne pas avoir une position totalement déterminée parce qu'il ne faut pas non plus qu'on assèche ceux qui vont vers le 30-20, 30-18 en disant 119. On ne se perçoit pas de la même manière. On ne se perçoit pas comme un enfant en danger quand on a un problème numérique et qu'on est adolescent. Donc voilà, aujourd'hui, pour le moment, on garde ces 3 numéros, mais on étudie la question de n'en faire qu'un seul. C'est ça, c'est à l'étude. Ce qui n'empêche que le 119 renvoie vers le 30-18 et le 30-18 vers le 119. Je veux dire, ces 3 numéros se connaissent et interchangent un certain nombre de données. Mais ils n'ont pas tout à fait la même mission et ils sont repérés par des publics un peu différents. Alors se pose la question du signalement, évidemment, et de cette façon de voir si les professeurs sont-ils assez formés, finalement, au sujet du harcèlement. On en parle beaucoup. Beaucoup d'associations, effectivement, interviennent dans les collèges, les lycées, les écoles primaires. Dans le cas de Lucas, on parle d'une fin tragique, mais le harcèlement, pour autant, regroupe également tous ces petits faits du quotidien dont on ne se rend pas forcément compte, soit en tant que professeur, soit même parfois en tant que parent. Malheureusement, parce que voilà, on pense à d'autres choses, parce qu'on est happé, parce qu'on se dit non, il a été juste un peu agressé verbalement, on ne s'est pas rendu compte. Comment faire pour que justement tout le monde, évidemment les parents bien sûr, mais aussi les professeurs et tout le corps enseignant, éducatif, soient en alerte constante? Alors, le corps éducatif, les enseignants sont régulièrement formés et informés sur tous les risques du harcèlement et ont aujourd'hui des grilles de lecture pour être vigilants. C'est vrai qu'on l'a vu dans l'affaire dont on a parlé, le petit a été objet de discrimination sexuelle. On sait que les discriminations par rapport, par exemple, aux vêtements, par rapport à la religion, par rapport au poids, sont des critères d'alerte qui doivent permettre au corps enseignant et au corps éducatif d'être vigilants sur telle ou telle situation. Un enfant isolé dans une récréation, un enfant qui ne reste pas à la sortie des classes, c'est aussi des critères d'alerte. Les professeurs savent aussi que les boucles, par exemple WhatsApp, qui sont parfois très utiles pour les élèves, pour s'échanger des devoirs, sont aussi le lieu, assez rapidement, d'insultes ou de petites remarques désobligeantes. Donc, ils ont globalement les critères. Les parents, c'est un petit peu plus difficile. Et là, je crois qu'on va d'ailleurs approfondir toute l'éducation à la parentalité numérique. J'ai eu l'occasion de me déplacer en Seine-Saint-Denis il y a quelques jours. Beaucoup de parents sont demandeurs d'aide, de petits guides pour accompagner leurs enfants. Ils repèrent que les enfants sont parfois trop sur les téléphones, ils repèrent comme les enfants sont parfois blessés par le téléphone, ils en ont conscience, ils ont besoin qu'on les accompagne. On est en train de travailler actuellement sur une campagne parentalité numérique. Alors, au lendemain de la journée des droits de l'enfant, qui était le 21 novembre, vous avez mis en place un comité interministériel de l'enfance afin justement, vous le disiez au tout départ, de faire converger finalement toutes les politiques publiques sur le prisme de l'enfance. Au quotidien, ça veut dire que cela vous aide à pouvoir justement prendre des mesures, des actions Alors, réelles. Ce comité interministériel de l'enfance, il a été présidé par la Première ministre elle-même. Pourquoi ? Parce que le président a demandé que l'enfant soit une priorité de ce quinquennat, compte tenu à la fois des enjeux, comme je l'ai dit, des violences qui restent quand même très importantes, mais aussi du besoin de lutter contre les discriminations et les inégalités qui sont quand même très importantes. On pourra y revenir. Bien sûr. Les inégalités sociales. On va en parler. Se continuent et se perpétuent dans un pays comme le nôtre aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Je n'ai pas le monopole de l'enfance. De nombreux ministères sont engagés sur les sujets d'enfance, au premier rang desquels, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, mais aussi le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, pour ne parler que, le ministère des Sports, de la Culture. Tout le monde doit s'occuper d'enfance. Et mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que l'ensemble des ministères n'oublient pas les enfants, fassent des politiques publiques à hauteur d'enfants et se coordonnent bien dans l'intérêt de nos enfants. Le comité interministériel de l'enfance, la Première ministre, elle a fixé 4 priorités. Parce que, évidemment, sur le sujet de l'enfance, on peut se disperser, il y a tant à faire et on a envie de tellement bien faire. 4 priorités. La lutte contre les violences, je vous l'ai dit, les violences physiques, trop importantes. On va en parler juste après, les violences justement. numériques. Et puis aussi, donc, le plan numérique qui en découle, le sujet de la santé des enfants qui est considéré comme prioritaire. Et le ministre de la Santé vient de lancer les assises de la santé des enfants. Et aussi l'égalité des chances, et on y reviendra puisque vous me poserez quelques questions sur ça. Exactement. Alors justement, pour parler de la protection des enfants, vous êtes donc, vous le dites, rattaché à la Première ministre Elisabeth Borne. On parle d'un enfant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté en France. Alors j'espère que les chiffres sont bons, en tout cas c'est ce que je l'ai. Voilà, donc c'est terrifiant. On parle de mal logement, on parle d'enfants aussi qui sont à la rue, qui sont SDF. On parle d'enfants qui sont dans des campements. Est-ce que à la fois c'est le cas dans les zones rurales
et les très très grandes villes, ou est-ce que c'est cantonné à certains territoires? Ma première question. Il y a vraiment, c'est cantonné à certains territoires. On dira qu'il n'y a pas de problème, en tout cas d'enfants dits dans la rue, c'est-à-dire tellement mal logés ou effectivement dans la rue que c'est indigne et évidemment inacceptable. Une vingtaine de départements connaissent cette difficulté, là où 80% des départements n'ont pas nécessairement ces difficultés de logement. Mais il n'empêche, c'est inacceptable. C'est évidemment les zones urbaines où on a une concentration, parfois de campements de migrants, parfois évidemment de difficultés de logement et des gens qui errent entre différentes solutions qui ne sont pas acceptables. Alors, sur ce sujet-là, deux choses. La première, lutter contre le mal-logement. Une politique qui a été développée dans le précédent quinquennat et que Olivier Klein porte et sur lequel je suis évidemment particulièrement vigilante. Ça veut dire maintenir le nombre de places d'urgence ouvertes. On s'est battu pour ça. On a 197 000 places d'urgence ouvertes tous les soirs pour accueillir un maximum de personnes avec une priorisation des familles. Et puis, bien sûr, continuer la politique du bien logement, c'est-à-dire la construction de logements sociaux, la construction et le réaménagement d'un certain nombre de logements pour accueillir ces familles au mieux, puisque, évidemment, la solution de l'hébergement d'urgence ne peut pas être une solution durable. La deuxième chose, c'est aller vers les enfants et les familles qui sont dans des situations de précarité. Des maraudes ont été mis en place pour aller vers ces familles et depuis plusieurs mois, on a récupéré à l'école des enfants qui étaient isolés dans ce mal-logement. Quand on parle de mal-logement, ça peut être un endroit différent chaque soir, un hôtel, une voiture, etc., pour qu'ils reviennent à l'école parce que, évidemment, l'école est le lieu dans lequel ils peuvent s'épanouir et dans lequel on peut repérer un certain nombre de difficultés pour accompagner les familles. Donc, une politique d'aller vers ces enfants mal logés et en même temps résoudre ce mal-logement tout à fait prioritaire. De faire en sorte aussi que les places en hébergement d'urgence soient renforcées, j'imagine. Ouais, exactement. Et puis toute une politique aussi sur la lutte contre la pauvreté. On a beaucoup agi pour accompagner les familles monoparentales, la montée des allocations, le fait de pouvoir récupérer les pensions alimentaires plus facilement, donc lutter contre la précarité des familles monoparentales, une politique d'aide alimentaire très forte, et puis toute la politique d'accompagnement sur l'énergie, l'alimentation, etc., pour lutter contre les effets de l'inflation sur les familles les plus défavorisées. On dit aujourd'hui que l'école en France est inégalitaire, qu'il y a une inégalité face à l'apprentissage, malheureusement, qu'en fonction de l'indice de position sociale, les familles qui naissent les enfants qui naissent dans des familles défavorisées ont moins de chances de réussite ou de faire les études qu'ils souhaitent par rapport à les enfants qui sont nés dans les familles favorisées. C'est toujours le cas aujourd'hui, on constate, les chiffres sont là. Comment faire pour lutter aussi? Alors je sais que c'est plus de ressort du ministère de l'Éducation nationale, mais bien entendu, j'imagine que vous participez aussi à cette recherche, cette étude. Alors, il y a tout ce qui a été mis en place sur effectivement les devoirs faits, très importants, qu'on développe et que le ministre de l'Éducation nationale a développé. On a tout le sujet des cités de réussite éducative, donc toute la politique de la ville qui accompagne les enfants en périscolaire, le soir, le week-end et pendant les vacances. Il y a eu tout un plan sur les vacances apprenantes, donc l'idée étant d'utiliser les temps de non-école pour accompagner le mieux possible ces enfants et faire en sorte que des adultes puissent les aider dans les apprentissages. Sans que cela ne coûte aux familles. Sans que cela, évidemment, ne coûte aux familles. On travaille aussi, évidemment, sur ce qu'on appelle les 1000 premiers jours, donc de 0 à 3 ans avant la scolarité, avec le développement dans ce quinquennat de plusieurs dizaines de milliers de places de crèches pour pouvoir accueillir les enfants et les accompagner avant l'école pour les préparer à l'école. Et puis, on a aussi toute la logique du mentorat. Ce mois-ci, c'est le mois du mentorat, porté par Sarah El Haïry, plus globalement pour motiver les jeunes à mentorer des plus petits. Moi, je le porte notamment pour les enfants de la PJJ et de l'ASE. Le mentorat, c'est une manière d'élargir les possibles, de faire rêver les enfants et de les amener vers l'apprentissage et de rétablir ce goût de l'apprentissage qu'ils ont parfois perdu compte tenu des difficultés de vie qu'ils traversent. Très, très, très important. Alors, on parle de toutes ces violences, que ce soit des violences effectivement de la vie de tous les jours, des violences de ces enfants qui sont dans la rue, des violences de harcèlement, mais aussi les drames des enfants victimes de violences physiques ou sexuelles. Les chiffres sont très parlants. Des milliers d'enfants placés pour cause de violences au sein des familles et d'abus sexuels, de maltraitance, d'abandon. 120 enfants perdent la vie chaque année sous les coups. Et vous dénoncez
une épidémie silencieuse. L'expression m'a marquée et je n'ai pas été la seule, car effectivement, c'est le sentiment que j'ai aussi. En vous en parlant, j'ai la chair de poule. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on le dit tous et finalement, on le dit et c'est éludé. Il y a quelque chose d'étrange, c'est que il s'agit évidemment pas de faire une compétition, mais on voit aujourd'hui que les féminicides suscitent, et heureusement d'ailleurs, une prise de conscience, on les compte en quelque sorte, et heureusement on s'est révolté, c'est grâce au Grenelle notamment des violences conjugales. On est dans cette situation un peu comme avant le Grenelle où on ne veut pas mettre des mots sur les violences faites aux enfants. Je pense que c'est tellement incompréhensible, abominable dans la tête des gens qu'ils ne préfèrent ne pas regarder la violence qui est faite aux enfants. Donc votre constat aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas regarder? Oui, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire mal à un enfant, que de tuer un enfant. Ne parlons pas d'agression sexuelle. Donc il y a un peu comme si on voulait éviter cette information, ne pas avec peut-être indécence, la relayer trop. On l'écarte très très rapidement. C'est assez étonnant. On a eu juste avant Noël plusieurs morts d'enfants assez graves, des jumelles tuées par leurs parents, là encore il y a quelques jours. Je ne demande pas nécessairement que ça fasse la une du 20h tout le temps, mais en réalité, ça part très très vite de l'information et personne ne semble s'en émouvoir publiquement. C'est mon rôle. C'est mon rôle pourquoi ? Parce que, évidemment, on est dans une société, dans un pays aussi développé que le nôtre, qui reste éminemment violente à l'égard de ses enfants, avec des violences physiques et plus spécifiquement sexuelle. Là, on est dans un champ un peu plus compliqué de la famille, de l'intimité familiale. C'est comme si on ne voulait pas voir ce qui se passait dans les familles. Il est quand même temps qu'on ouvre les yeux et que parents, adultes, prennent conscience de ça. Mais comment expliquer cette contradiction, puisque on reçoit ici beaucoup d'associations, de familles, de personnes lambda qui décident justement de prendre les choses en main. On a vu des acteurs, des comédiennes comme par exemple Andrea Bescon, qui tous les jours tiennent un compte pour expliquer ce qui se passe pour les enfants, pour expliquer la réalité. Alors effectivement, vous le dites, pour les féminicides aussi, pour les femmes aussi, mais c'est vrai, cette absence dans la rue, ça monte, la colère grogne. On voit cet enfer que vivent de nombreux enfants. Je le redis, 120 enfants perdent la vie chaque année sous les coups. Et pour autant, alors, Madame la ministre, vous me pardonnerez, mais c'est vrai, des politiques un peu absentes sur ce sujet. Alors, je distinguerai, si vous voulez bien, le sujet des agressions sexuelles plus complexe. Parce que là, on est dans une situation où on a la parole d'enfants face à la parole d'adultes, avec des adultes parfois d'ailleurs qui se déchirent sur la situation de l'enfant. On l'a dit, on est aujourd'hui dans un contexte où on vient de rappeler l'affaire Outreau. L'affaire Outreau a sidéré littéralement la chaîne judiciaire et la chaîne policière. Et aujourd'hui, il nous faut mieux entendre, mieux écouter, mieux prendre en compte la parole de l'enfant, parce qu'il y a comme un doute qui s'installe systématiquement quand un parent protecteur ou un enfant vient parler d'agression sexuelle. C'est une problématique très importante. On a à la fois des chiffres absolument terrifiants que nous livre notamment la Commission indépendante des victimes d'infractions sexuelles, qui nous dit environ 160 000 enfants victimes chaque année d'agressions sexuelles. Pour ceux qui le disent, pour ceux dont on sait la réalité. En réalité, là, au moins, effectivement, pour ceux que la Ciivise a pu évaluer après avoir recueilli avec beaucoup d'attention des paroles qui n'avaient pas été libérées devant la justice. Donc, ce n'est pas des chiffres officiels de la justice qui, d'ailleurs, pour différentes raisons, parce que souvent, on est dans le milieu familial où la parole et c'est beaucoup plus complexe, n'aboutit pas nécessairement à la vérité. La vérité judiciaire est rarement la vérité, voilà, et n'aboutit pas à un accompagnement des victimes. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a déjà des choses qui sont faites. On pourrait parler des unités d'accueil pédiatrique qui sont des lieux où on entend de manière tout à fait particulière, entre médecins et enquêteurs, les enfants qui viennent révéler des faits de violences physiques, de violences sexuelles. Et ces unités d'accueil pédiatrique sont tellement aujourd'hui efficaces qu'on a décidé de les développer dans tous les départements pour qu'il y ait une attention à la parole de l'enfant. Il n'empêche que ça ne suffit pas. Il faut bien sûr éduquer les parents. Et moi, je réfléchis actuellement avec l'ensemble des ministres, y compris bien sûr le ministre de l'Éducation nationale, pour éduquer aussi à la parentalité. C'est quoi aujourd'hui être parent ? C'est quoi aujourd'hui avoir un enfant, élever un enfant ? Est-ce que les jeunes parents ou les moins jeunes parents ont conscience, comme ce n'est pas facile d'élever un enfant, il y a des périodes compliquées quand il est tout petit. Voilà. Quand il passe à la période du non, quand il est adolescent et qu'il faut gérer un certain nombre des mois, je ne suis pas sûre en fait qu'aujourd'hui
les parents soient si armés que ça. Mais alors comment on éduquerait les parents justement? Ça veut dire que dès en fait finalement quand on est petit citoyen, quand on est à l'école, au collège, il faudrait commencer déjà à éduquer Exactement. les futurs citoyens de demain? On est au début des travaux, mais je pense qu'il faut remettre effectivement à plat aujourd'hui, à la fois à l'école maternelle, primaire, collège et lycée, cette fameuse éducation à la sexualité qui perturbe. Qui est déjà là. Qui est là, mais qui, vous le savez, n'est pas nécessairement faite dans tous les établissements, ou en tout cas pas faite de la même manière. Oui. Ça va dépendre du professeur, du chef d'établissement, de l'association qui intervient. Moi, je crois qu'il faut élargir le sujet de la sexualité à la protection des enfants et à la parentalité. Je ne demande pas qu'il y ait 10 heures de cours pour apprendre aux parents à faire des couches sur leurs enfants, mais en tout cas qu'à la fin d'un cycle scolaire, les jeunes qui vont devenir les jeunes adultes de demain aient conscience qu'un enfant a des besoins, qu'il y a des besoins spécifiques et que quand on est parent, quand on devient parent, on a une responsabilité spécifique pour faire grandir ses enfants. La première, c'est bien sûr de les protéger contre les propres violences qu'on peut exercer sur eux. On n'a pas dit un chiffre aussi qui est assez inquiétant. Doublement des bébés secoués depuis la crise Covid. Et oui, cette crise qui effectivement a marqué énormément à la fois parents et enfants et enseignants, des personnes qui se sont retrouvées isolées, totalement cloîtrées chez elles, et puis des enfants effectivement secoués. Comment remédier à cela justement? Comment aller chercher ces personnes qui sont encore dans le recul, dans le retrait? Alors évidemment des campagnes, on a relancé une campagne sur les bébés secoués pour bien prévenir les parents, et puis informer sans juger les parents des risques dans lesquels ils peuvent se mettre et donc des risques de bébés secoués. Moi, par exemple, aujourd'hui, je m'interroge sur l'impact du télétravail sur les bébés secoués. Quand vous êtes à la maison et que vous devez travailler et que pour X raisons, la nounou n'est pas là, la grand-mère n'est pas disponible, souvent on entend « c'est pas grave, je suis en télétravail. Mon enfant est malade, c'est pas grave, je suis en télétravail. » Non, quand on travaille et qu'on a la pression de son travail, quelle qu'elle soit, avoir à côté un enfant qui est malade ou même un enfant qui est en pleine forme et qui a juste envie de jouer avec vous, ou qui pleure ou qui est énervé, ça peut conduire à des situations de crispation parce qu'on mélange ce qui se passe dans son travail et ce qui se passe dans la famille. Je ne suis pas contre le télétravail, mais informer les parents qu'être en télétravail, ça nous empêche d'être totalement parents ou totalement en travail, d'en avoir conscience pour éviter des situations de crispation. C'est par exemple, ça pour moi, déjà une mesure de prévention. Mais c'est travailler aussi avec le ministère du Travail dans ces cas-là, parce qu'il faut aussi informer les sociétés. Il faut effectivement, alors j'ai signé il n'y a pas très longtemps une convention de parentalité avec un certain nombre de grandes entreprises, qui est notamment dans le cadre de l'Observatoire national de la parentalité, qui fait beaucoup pour informer les parents au sein de l'entreprise, un lieu dans lequel on passe beaucoup de temps. Et évidemment, travailler ces questions de prévention est tout à fait essentiel. Là, j'ai parlé prévention, télétravail et bébés secoués, et télétravail et violence sur les petits-enfants. On réfléchissait dans le cadre de cet observatoire de la parentalité à informer mieux les travailleurs sur le passage à l'adolescence, les risques de l'adolescence, par exemple le téléphone et l'adolescence, par exemple la sexualité et l'adolescence, pour que les parents aient des outils supplémentaires et en tout cas aient des critères d'alerte si les enfants ne vont pas très bien. Alors on parlait justement de ces enfants qui vivent des drames absolus, des violences physiques ou sexuelles. 300 000 enfants qui sont pris en charge et confiés à l'aide sociale à l'enfance pour les protéger. Les foyers, ça s'appelle comme ça, sont l'objet de beaucoup de fantasmes pour beaucoup de nos concitoyens. Pouvez-vous nous rappeler leur rôle et surtout les problèmes majeurs justement que les enfants rencontrent ou ne rencontrent pas, bien au contraire, dans ces foyers? Alors, la protection de l'enfance, l'ASE, aide sociale à l'enfance, c'est l'héritière de la DAS de l'époque, qui faisait un peu peur et qui était gérée par l'État. Aujourd'hui, ce sont les départements qui sont les chefs de file, qui dirigent et qui animent la politique d'aide sociale à l'enfance. Mais les départements, donc, qui dirigent les foyers ou qui délèguent de l'argent à des associations pour diriger ces foyers, mais diriger aussi ce qu'on appelle les services de milieu ouvert qui vont dans les familles pour accompagner les familles en difficulté, ne peuvent pas agir complètement seuls parce que les enfants, y compris les enfants de l'ASE, vont à l'école, ont des besoins de santé et sont souvent suivis par la justice parce qu'ils ont pu être placés à l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de violences ou dans le cadre de défauts graves d'éducation, de parentalité. Voilà. Donc il y a des grands acteurs de l'État qui doivent aider les départements. Aujourd'hui, on a un petit peu cette problématique d'un État qui tient un certain nombre de responsabilités, je redis la santé, l'éducation nationale et la justice,
et de l'autre côté, un département qui porte des politiques sociales, dont celle de la protection de l'enfance. Grâce à une loi du 7 février 2022, nous allons mettre en place dans les jours qui viennent des conseils départementaux de la protection de l'enfance avec l'ensemble des acteurs dont je viens de parler, l'éducation nationale, la justice, la santé et les départements, pour mieux accompagner ces enfants dans le cadre de leur parcours qui sont souvent compliqués parce que, évidemment, ils vont passer d'une famille d'accueil à un foyer, ils vont être pris en charge en milieu ouvert, parfois avec des parcours extrêmement compliqués. On doit tous se mobiliser pour ces enfants qui, par définition, n'ont pas nécessairement la famille qui les accompagne le mieux. Alors justement, un dernier mot pour justement ces familles qui ne sont pas là, mais qui sont de nouvelles familles, des familles qui se créent, souvent grâce aux éducateurs, grâce à tous ceux qui encadrent ces enfants, qui vivent des moments extrêmement difficiles, puisque comme vous le disiez très bien, ils sont ballottés à droite, à gauche, pour autant on essaie de faire en sorte qu'ils aient une vie meilleure, qu'ils puissent avoir accès effectivement à l'éducation et qu'ils puissent grandir, si cela est possible, dans des conditions sereines. Comment faire pour que, on le voit déjà, les enseignants hurlent aujourd'hui parce qu'ils sont mal payés, parce que les conditions de travail sont difficiles. Comment faire aussi pour qu'on privilégie, qu'on aide à ce que ces éducateurs, tous ceux qui font l'aide de ces enfants, soient enfin reconnus, mérités et puis plus nombreux à aller vers ces métiers? Alors, il y a beaucoup de choses sur cette attractivité des métiers autour de l'enfance, puisque comme vous l'avez dit, que ce soit les professeurs, les maîtres d'école, les maîtresses d'école, même les éducateurs de colonies de vacances ou les éducateurs de la protection de l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, on a aujourd'hui un défaut d'attractivité et des gens qui, globalement, ne rejoignent pas ces métiers. Avec Sylvie Retailleau et avec Pape Ndiaye, d'abord, une meilleure connaissance de ces métiers pour nos jeunes, nos collégiens, donc augmenter les stages, faire connaître la richesse de ces métiers et défendre ces métiers qui sont si beaux. Avec Sylvie Retailleau aussi, une filière pour mieux accompagner et mieux former ces éducateurs qui vont rejoindre parfois des métiers assez compliqués, que ce soit évidemment des enfants porteurs en situation de handicap ou des enfants difficiles qui peuvent être dans des foyers avec des parcours extrêmement complexes. Par ailleurs, bien sûr, la question salariale, on a déjà fait une avancée avec le Ségur pour un certain nombre de métiers. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé des revalorisations de ces métiers, c'est évident, ça doit contribuer. Et puis aussi faire une plus belle publicité, y compris médiatique, de ces métiers. Je le dis souvent, la protection de l'enfance, à l'exception peut-être de School TV, mais la protection de l'enfance, on en entend parler une fois tous les 2 ans, grâce à Zone Interdite, qui légitimement vient faire état de choses qui dysfonctionnent. Moi, je souhaite porter une politique de bonnes pratiques et de belles histoires autour de la protection de l'enfance, mais aussi dans tout le champ de l'enfance. De solutions surtout. De solutions, et puis aussi de montrer des choses qui vont bien. Il y a des enfants qui ont des parcours aussi formidables, souvent parce qu'ils ont des beaux ressorts, mais qui arrivent après à des métiers formidables grâce aux éducateurs qu'ils ont rencontrés, grâce au parcours qu'ils ont eu. Il y a des parcours compliqués et il y a des beaux parcours. Il y a des professionnels fatigués et il y a des professionnels qui, tous les matins, vont s'occuper de nos enfants avec un engagement qu'il faut saluer. La plupart d'ailleurs, ils veulent juste une reconnaissance. Oui, et parfois de l'aide aussi. Parfois de l'aide, y compris sur les situations les plus complexes. Quand on a un enfant qui va pas bien, ça vaut dans les familles d'ailleurs, et ça vaut aussi dans les écoles, et ça vaut dans les établissements spécialisés, ils ont besoin d'aide. Et d'ailleurs, je voulais juste vous parler de ça, une magnifique expérience que nous sommes allés inaugurer dans le Var avec Geneviève Dariussec, qui est en charge des personnes en situation de handicap, un institut médico-éducatif qui a rejoint l'école dans un même lieu. Et là, en fait, aussi, je pense que ces professionnels, qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient dans les structures adaptées aux enfants les plus en difficulté, ils ont besoin de faire communauté. Dans cette même cité éducative, on accueille des enfants en situation lourde de handicap, on accueille des enfants qui peuvent être en classe Ulysse, qui peuvent être auprès des enfants ordinaires. Et en fait, tout cet établissement est extraordinaire parce que les enfants peuvent passer d'une classe à l'autre, d'un soutien renforcé à un soutien plus classique. Ils peuvent partager ensemble des moments de sport, de cantine, et pour autant être pris en charge par des professionnels formés. Voilà une magnifique histoire dans le Var, d'une très belle école qui fait à la fois l'école ordinaire et l'école extraordinaire. Merci Madame la Ministre Charlotte Caubel d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès de la Première ministre chargée de l'enfance. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Grand JT. On marque une courte pause et on se retrouve. De
retour dans le Grand JT de l'Éducation, nous sommes avec Michael Dos Santos pour la chronique Vue à l'étranger. Cette semaine, Olaf Scholz, chancelier allemand, a rencontré Emmanuel Macron pour le 60e anniversaire du traité de l'Élysée, traité de l'amitié franco-allemande. Alors l'occasion, Michael, de vous pencher sur le système éducatif de nos voisins. D'abord, comment fonctionne-t-il ? Eh bien, il n'y a pas d'éducation nationale. Ça, c'est la première chose, mais des éducations nationales au pluriel, puisque, on le rappelle, l'Allemagne est un État fédéral. Chaque land, l'équivalent d'une région, a en charge son système éducatif. Le gouvernement ne fait que superviser tout ça au niveau global. Et encore, ceci est valable pour la primaire et la secondaire, car les maternelles n'existent pas. Pour les moins de 6 ans, on appelle ça des jardins d'enfants. C'est tout mignon. Des structures en tout cas qui sont gérées par les services de protection de la jeunesse de chaque land. Alors un système fédéral qui permet parfois plus de souplesse. Oui, prenons par exemple le cas, un cas que l'on connaît bien, c'est la pénurie des professeurs. En Allemagne, le recrutement est moins complexe. Les lands peuvent accélérer l'embauche via des formations alternatives et des passerelles en cas d'urgence. En 2018, par exemple, 13% des professeurs recrutés n'avaient pas suivi l'une des 6 formations, 6 concours dits classiques. Parmi eux, il y avait celui de l'école primaire plus le collège, celui pour le collège seul, le lycée, la filière professionnelle ou encore les enseignements spéciaux. Donc tout dépend du statut des profs. Exactement, tout dépend du statut des professeurs et en fonction des landes, les professeurs peuvent avoir le statut de fonctionnaire ou tout simplement de simples salariés. Ils peuvent être également soumis à une période d'essai de 6 mois ou de 5 ans, ce qui varie quand même assez, ou encore avoir un salaire, et là c'est quand même assez dingue, un salaire plus ou moins élevé, en moyenne 60 000 € bruts à l'année en début de carrière. C'est 2 fois plus qu'un enseignant français. En revanche, contrairement à chez nous, les professeurs doivent pouvoir enseigner 2 matières au minimum, ont l'obligation d'assurer 3 heures de missions annexes comme des remplacements, peuvent être mobilisés pendant les vacances, par exemple pour préparer les rentrées des classes, et ils ont également le droit de partir plus tôt à la retraite. Et alors du côté des élèves, quelles sont les différences avec les élèves français également ? Alors la plus étonnante, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que l'orientation commence dès l'âge de 10 ans, soit à la fin de l'équivalent de l'école primaire. À ce moment-là, les élèves se dirigent soit vers une filière d'apprentissage, soit vers une filière professionnelle. Il y a aussi la filière dite des grandes études, on va le traduire comme ça, et puis une filière globale qui comprend ces 3-là pour les élèves qui sont un peu plus hésitants. Autre particularité, les élèves n'ont que 6 semaines de vacances, mais beaucoup plus de temps libre puisque les journées à l'école se terminent au maximum vers 15h30, ce qui leur permet d'avoir des activités extrascolaires, voire des amis, et puis ce qui favorise aussi le développement personnel, et j'insiste là-dessus parce que c'est une notion très importante pour l'école allemande. Enfin, pour terminer, les élèves sont notés de 1 à 6 et pas de 0 à 20 comme c'est le cas en France. Et puis au niveau des devoirs aussi, je crois qu'il y a une différence très notable. Et ce système fonctionne donc mieux que le nôtre alors ou pas ? Eh bien oui, ce système fonctionne mieux. La France dépense pourtant beaucoup plus pour l'éducation. Le budget éducation est plus élevé. Pourtant, l'Allemagne a de bien meilleurs résultats. D'après la dernière étude PISA, les élèves français de moins de 15 ans sont moins performants dans tous les domaines analysés, lecture, mathématiques, sciences. Autre point au pluriel, en notre défaveur, les jeunes sans formation ni emploi après 20 ans sont 2 fois plus nombreux chez nous qu'en Allemagne. Les classes sont moins surchargées et puis les professeurs ont moins d'heures de cours. Bref, quelles que soient finalement les comparaisons, la France y perd systématiquement son duel à une exception près, l'accès à l'université. Il est beaucoup plus difficile en Allemagne lorsqu'on est issu d'un milieu modeste puisque les frais de scolarité sont 10 fois plus élevés qu'en France. Finalement, et je vais conclure là-dessus parce que j'aime beaucoup le football, dans le football on dit qu'un match dure 90 minutes mais que c'est toujours l'Allemagne qui gagne. On a un peu l'impression que c'est un peu pareil au niveau de l'éducation, c'est un peu l'Allemagne qui gagne, mais attention, la France a été récemment championne du monde, donc on ne sait jamais, ça peut changer. Espérons. Bien sûr. Merci Michael. C'est l'heure de retrouver Malika Bénard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, c'est Chloé Morteau qui a répondu à ces questions. Si je te demande un souvenir d'écolier précis. Un souvenir d'écolier précis, c'était... Alors, ça va être un objet. Ça va être le cartable, le ISPAC, en violet. Parce que, je ne sais pas si toi tu l'avais, mais alors le ISPAC, mais tu sais, au niveau des fesses. Je l'avais en gris, oui, il fallait qu'il soit très très bas, tu vois, sauf que j'étais très très grande, donc je mettais les trucs à fond. Il était au max. Il était au max, le pauvre truc, et tu l'avais tout en bas, et alors ça c'était mon souvenir, parce que quand je l'ai eu,
Je l'ai eu, je devais être en 3e. J'étais trop contente. C'était important pour toi, le style à Oui, l'école? mais en fait, j'étais pas du tout stylée. J'étais trop grande, les pantalons étaient trop courts, les manches étaient trop courtes, et voilà, les sacs à dos, j'avais pas forcément beaucoup de moyens non plus. Donc quand j'ai enfin eu ce Eastpak, pour moi, c'était tout un symbole, quoi. J'étais enfin à la mode. Et ça se passait bien, justement, avec les autres élèves? Ouais, ça s'est bien passé. Moi, j'ai jamais eu de problème, je faisais jamais partie des in ni des out. Tu te fondais dans la masse? Ouais, j'étais au milieu. Bon, j'ai eu un petit moment, ça a été un peu difficile. Je me suis fait quand même les lunettes, l'appareil dentaire, très grande. Enfin, tu vois, j'ai un peu le... Mais sinon, ça allait. Non, ça allait. Des matières préférées? Oui, alors l'anglais. Bah oui, évidemment, C'est oui. la seule matière où j'arrivais comme ça. Après, j'ai détesté les maths. Et un jour, je pense que c'est en seconde, j'ai eu un prof qui m'a fait aimer les maths. Ok. Et après ça, Ça a été la révélation après? ça a été la révélation et je me suis fait 15 ou 16 de moyenne bac maths éco. Ah oui, Ah ouais, c'est très bien. Ouais. vraiment. Et j'ai adoré ça. Quelles études tu faisais avant de gagner Miss France? Alors j'étais en BTS commerce international. Bon, c'est bon. Tu voulais faire quoi? Je voulais... Alors attends, c'est ça, tu sais, tu te souviens ou pas? C'est les moments Oui. où Pierre était donné le micro. On l'a refait, Chloé. Alors j'aimerais... Alors je voulais travailler dans l'hôtellerie de luxe. Ouais. Et j'apprenais l'anglais, l'espagnol et le chinois. Ok, tu te débrouilles là en chinois? Et c'est exactement ce que m'a dit Jean-Pierre. Et il m'a retrouvée, je me suis retrouvée avec cette question-là. Il m'a dit « Ah, vous parlez chinois ?» Et moi « Oui, bah bien sûr !» Et il m'a dit « Pouvez-vous nous dire bienvenue au Puy du Fou en chinois ?» Et alors? Et j'ai réussi à sortir. Et tu t'en souviendras encore là? Ouais, j'ai fait « Ni hao, Puy du Fou !» Et voilà, c'était ça, c'était fait. Mais au final, t'as rien fait en rapport avec ces Rien. études-là? Et puis je parle pas chinois. Et t'as pas eu envie de reprendre les études après? J'y ai pensé et la vie en fait m'a amenée autre part. Après Miss France, je suis devenue mannequin, je suis partie à New York, j'ai fait 3 ans à New York. Après je suis partie à Los Angeles, j'ai eu un enfant. Ensuite j'ai fait du PR, donc attachée de presse, et j'ai lancé ma marque de cosmétiques et ensuite de gummies. Donc non, les études, non, je suis pas retournée. T'as eu une année de règne un peu compliquée? Oui. C'est quel souvenir t'en gardes? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit « Ah, c'était compliqué, c'était difficile. » Et en fait, maintenant, avec le recul, ça fait 13 ans, je suis à l'aise avec ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? On m'a beaucoup critiqué. Alors déjà, on m'a dit que j'avais triché. On a dit que mes Ta parents... première dauphine, c'est ça? En région. Avait dit que j'avais triché, que mes parents avaient payé les membres du jury. Après, lors de Miss France... On m'a dit que j'étais trop déterminée et que en fait, j'étais venue pour gagner. C'est le envie but. de te dire que oui, j'étais venue pour gagner. Donc, mais tu vois, aujourd'hui, j'arrive à en rigoler de tout ça. Et à l'époque, ça m'avait beaucoup blessée parce que je me suis dit, oh là là, c'est méchant. Parce qu'on avait du mal encore en France avec l'attitude de gagnante. Et aujourd'hui, tu constates que les filles, elles disent, mais tout le monde, hein, elles disent ce qu'ils veulent. Voilà, moi, j'étais trop en avance, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai, je pense que ça a évolué depuis. Je pense qu'effectivement, si j'avais fait cette élection et si j'avais été la même personne aujourd'hui, ça serait passé crème. Ouais. Alors qu'à l'époque, non. Ça s'était mal vu. T'as eu le sentiment que tu t'es fait harceler à ce moment-là? J'ai eu le sentiment qu'on n'avait pas compris ce que je voulais et qui j'étais. Et que oui, effectivement, je suis quelqu'un qui en veut, mais je pense qu'il n'y a rien de mal à en vouloir et que voilà. Et au contraire, je trouve que c'est plutôt une qualité. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Chloé Morteau pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Chloé, à demain. Tout de suite, c'est le Zap, le meilleur de School TV. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux, aux élèves, à leurs parents, aux enseignants, qui se disent « je ne vais pas y arriver en raison de mes origines, je ne vais pas y arriver en raison de mon genre, etc. » J'ai envie de leur dire « il faut y aller, il ne faut croire que soi, il faut surtout croire en soi ». Extrêmement important, et puis et croire en ses convictions et être, si on a envie d'être diplomate, se dire que c'est possible parce que c'est possible et parce que la diplomatie a besoin de la diversité, d'être représentée par ce qu'est la France aujourd'hui, c'est-à-dire une France diverse et intégrée. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, ce socle, cette force? Parce que quand vous dites qu'il faut y aller, j'entends, parfois on se sent fragilou.
Je n'en sais rien, je ne vais pas faire de la psychanalyse à 3 balles, mais je crois que mon père était très heureux d'avoir une fille et qu'il voilà, il vous a donné pourtant c'était un type très dépressif lui-même, parce que colonisation, exil et tout ça, ça rend dingue. Mais c'est peut-être aussi que je me suis dit... Il vivait mal ce statut de la voix de la France dans des... Non, je pense que c'est d'appartenir à plusieurs civilisations, on le voit bien, c'est extrêmement difficile. Comment résonne justement cette journée internationale de l'éducation, notamment pour votre association ? C'est un moment important, puis vous l'avez rappelé, effectivement, il y a beaucoup de réfugiés, d'enfants de réfugiés, de migrants en tout cas, qui n'ont pas accès à cette éducation-là. Et quand les migrants arrivent en France, leur première demande, c'est de pouvoir, pour être autonome, comme vous l'avez très bien dit, c'est de pouvoir s'exprimer en français, pouvoir communiquer, pouvoir échanger. C'est quelque chose qui est vraiment important. Nous, notre association, la particularité, c'est qu'on reçoit des adultes. Très peu d'enfants encore. Et si vous l'avez rappelé, elle a été créée en 2010, elle avait été même créée un peu avant, en 2008. C'est une initiative d'habitants du 10e arrondissement de Paris qui était un peu ému de la détresse, du dénuement des réfugiés et demandeurs d'asile, exilés, qui se retrouvaient dans le square Villemain. Beaucoup d'Afghans à l'époque, près du canal Saint-Martin, sous les tentes, tout à fait. Des Afghans, des Irakiens, des Iraniens sous les tentes, vous vous en rappelez, et qui effectivement, lorsque des habitants du quartier les avaient rencontrés, invités à prendre un café, ne serait-ce que pour se réchauffer, à ce moment-là, leur première demande, c'est de dire on aimerait bien pouvoir échanger, parler. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'association, et les premiers ateliers d'ailleurs se sont faits dans un café avant que l'association prenne son ampleur, et des salles effectivement dans les différents lieux. Un peu plus à partir de 2010. L'éducation en tant que droit fondamental, Irina en parlait, est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui d'après vous ? L'accès à l'apprentissage du français n'est pas forcément assuré, en tout cas pour les demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'on attend souvent qu'ils aient le statut de réfugiés pour commencer des cours à l'OFI en particulier, alors qu'on pourrait, dès leur entrée sur le territoire, faire cet apprentissage du français. On voit des migrants qui arrivent et qui des fois ont eu des parcours migratoires assez exceptionnels, qui sont passés par l'Italie, l'Allemagne ou la Suède, et qui parfois, c'est surprenant, arrivent avec des bribes de suédois, d'allemand ou d'italien. Et nous, en France, on ne les met pas au français tout de suite, alors que je pense que ce serait la meilleure façon de les accueillir. La base. Ça ne vous aura pas échappé, messieurs, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'éducation, 5e du nom, un thème cette année, pour cette édition du 24 janvier 2023, investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité. Alors, vous n'avez pas 4 heures, je ne vais pas vous demander 3 sous-parties et 2 sous-parties. Pour vous, investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité, ça veut dire quoi exactement, Vincent Cespedes ? Ça veut dire que nous sommes des êtres de culture et que pour faire de la démocratie, pour faire que la liberté, la fraternité existent, l'égalité, il faut absolument miser sur l'éducation. Et on a tendance à considérer, on l'a vu pendant la pandémie avec le confinement et le gros problème des enfants à la maison, on a vu une des utilisations possibles de notre système éducatif. On le disait, depuis Ivan Illich, on critique l'école garderie, l'école qui finalement arrange et permet aux parents d'avoir des horaires de bureau. Tout ça s'est remis en question avec la cybermodernité, cette modernité ultra connectée. Et en fait, l'école ne doit pas être que ça. L'école doit être un lieu de développement de nos liens politiques, démocratiques, de nos liens qui font société. Et dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, où nous sommes dans des bulles numériques, il est encore plus important que le présentiel à l'école, qui gagne en importance, soit une terre d'expérience, d'expérimentation, où on fasse vraiment confiance aux élèves. Je déplore un peu encore ce manque de confiance. On prend les élèves comme des cerveaux un peu vides qu'il faut remplir, ce gavage d'oie que mai 68 a critiqué, en critiquant une pédagogie un peu de grand-papa. Je pense qu'on n'en est pas encore sorti, malgré plein de tentatives par plein de professeurs très inspirés. C'est le système lui-même qu'il faut transformer. Mais aujourd'hui encore, 244 millions d'enfants ou de jeunes ne vont pas à l'école. C'est la priorité absolue. C'est la priorité absolue. Mais je reviens un petit peu, si vous le voulez bien, sur l'acte constitutif de l'UNESCO et sur la manière dont l'UNESCO a géré cette grande priorité, l'éducation. Au départ, c'était une priorité d'alphabétisation. Donc j'ai par exemple des collègues des États membres qui disent, pour nous, l'UNESCO, c'est extrêmement important parce que c'est grâce à l'UNESCO que nos populations ont été alphabétisées. Le Brésil, l'Inde, de grandes nations émergentes comme ces nations-là, qui ont des populations
monstrueuses, disons-le, et des économies qui ne permettent pas forcément l'éducation de tous rapidement. Et donc, ils ont été aidés par des programmes de l'UNESCO. Donc, dans la décennie 70-80... On a monté le niveau global. Alphabétisation. Et c'est vrai que ce sont des pays aujourd'hui, d'ailleurs, ça va assez loin, qui ont y compris des établissements d'enseignement supérieur, une recherche qui résonne au niveau international. Et donc, aujourd'hui, on se dit, l'UNESCO est passé à d'autres types de priorités, puisque la priorité alphabétisation était... c'est quasiment fait. Accomplie. Et la priorité, c'est, par exemple, la reconnaissance des diplômes, c'est l'éducation à la citoyenneté, c'est la rédaction de curricula et de programmes d'éducation équivalents un petit peu partout dans le monde. Olivier Toche, qu'est-ce qui vous surprend chez ces demandeurs d'asile ? Moi, ce qui m'a surpris quand j'étais bénévole et juste pour intervenir dans des ateliers sociolinguistiques, c'est leur énergie, leur volonté d'apprendre. C'est assez stupéfiant. Et la soif d'apprendre, c'est le fil conducteur. Leur soif d'apprendre. Je veux dire, en étant bénévole et travaillant dans la journée, vous rentrez harassé, vous commencez, vous ne savez pas comment vous allez trouver votre groupe, par exemple. Et là, c'est eux qui vous donnent l'énergie, parce qu'ils ont tellement cette envie d'apprendre que c'est assez surprenant. Parce qu'ils savent que c'est leur chance de survie, c'est effectivement la maîtrise de la langue. Au début, c'était les cours tous les samedis, c'est ça ? Quand vous avez commencé l'association ? Pour moi, non, c'était le soir. C'était le soir parce que comme je suis coprésident mais bénévole et que j'ai une activité professionnelle, effectivement, donc c'est plutôt les cours du soir. En principe, on a des bénévoles qui sont d'ailleurs plutôt des étudiants ou des jeunes professionnels qui interviennent le soir puisqu'ils travaillent la journée. Ça prend combien de temps, justement, si les gens qui nous regardent souhaitent devenir bénévoles et qu'ils souhaitent s'investir auprès de votre association ? On exige à peu près 3 heures par semaine, comme engagement, et puis peut-être une inscription dans la durée pour que ça puisse au moins être sur un semestre. Puis on forme les bénévoles, donc effectivement, pour ça, cette formation doit être après pouvoir être utilisée, parce que c'est pas forcément évident d'intervenir auprès des apprenants qui sont parfois qui n'ont pas été scolarisés dans leur pays d'origine, donc il y a l'alphabétisation. Des fois, ça, on part de zéro, c'est ça. On peut partir de zéro, mais pas tous. Il y en a qui ont eu des parcours universitaires et du coup la problématique est assez différente. Vous êtes des journalistes par exemple ? Ça peut arriver, absolument. D'accord. Et du coup, quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'anglais, par exemple, une autre langue, ou quelqu'un qui n'a pas été scolarisé, même s'ils viennent du même pays, même s'ils parlent la même langue d'origine, sont quand même des profils très différents. Et du coup, on a des cursus qui sont chez nous différents entre l'alphabétisation, donc les pas scolarisés d'un côté, et d'autre part les cours de français langue étrangère, où là, ils ont des tests de niveau et ils commencent en débutant en A1, A2, et on va jusqu'au B1, qui est le niveau B1 permet l'acquisition de la nationalité française. Enfin, c'est une des conditions. Il faudra aller jusqu'au B2. Si vous connaissez tous les cadres européens communs de langue, pour pouvoir entrer à l'université, par exemple. Cette proposition d'investir dans une éducation de qualité pour en faire une priorité, ça veut dire qu'il faut certes faire confiance aux élèves, mais aussi peut-être à certains professeurs, Lev Frankel. Je rappelle que vous êtes en disponibilité cette année de l'éducation nationale, vous enseignez en lycée jusqu'à présent et vous continuez à enseigner à l'université la philosophie pour cette année scolaire et universitaire. Faire confiance aux profs, est-ce qu'on peut se laisser le droit d'oser cette confiance-là ? Oui, je pense que c'est le côté badass de Socrate dont vous avez parlé avant, c'est-à-dire que Socrate, justement, tout ce qui fait sa singularité, c'est qu'il n'est pas là pour transmettre un savoir, pour faire ingurgiter une quantité, un programme qu'il faut terminer avant la fin de l'année. Au contraire, lui, il vient, il pose des questions. Et donc, et c'est par ce questionnement qu'il arrive à développer un savoir chez la personne elle-même, chez son interlocuteur. Donc, il n'est pas là pour imposer des idées. Il est là pour permettre à une personne, un élève ou un interlocuteur d'accéder par lui-même à un savoir. Et ça, je pense que c'est ça qui est fondamental et c'est ça qu'on doit apprendre de Socrate. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox et évidemment schooltv.com pour nous retrouver. Merci Mika. Merci à vous. Vous revenez quand ? Je reviens la semaine prochaine. J'aime bien ne pas savoir comme ça, d'avoir cette surprise. Oui, ces chroniques géniales où j'apprends plein de choses. Je crois que je vais garder le secret. C'est ça, un secret fou. Merci à vous en tout cas. Aujourd'hui à la réalisation, je remercie Romain Luc et Angèle Jean Girard. Au son, Saïd Mamou et Maxence Mogin. Au make-up, Morgane Brunet et Colline Hamel. Et Agathe Delannoy et Emma Guessel à la rédac. Que des duos magnifiques. Merci à vous tous. Bonne soirée.